Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Alors déjà, 50 G's, l'opération Basson plein, mon cher Rust. Opération basse routaine. 49 200. Donc là, on se rapproche très très sérieusement. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment. Petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Exactement. Et puis là, gros merci. Un grand merci à toutes les personnes là vraiment qui ont accéléré le mouvement parce que... Ouais, il y a eu un second souffle. Comme on dit dans vraiment, Borderlands. merci à vous, merci aussi au King Fernand Lopez, comme on le surnomme au MMA Factory, donc célèbre le surnomme le King. Enfin, tout le monde le surnomme comme oui, ça en fait au exactement. MMA Factory. Et merci à lui parce qu'il nous a donné aussi un gros coup de pouce, donc merci beaucoup à Fernand, qui nous a également fait intervenir lors du FMC, donc son Fight Management College, qui est une école donc de management pour les coachs. C'est une formation en fait. Une formation, exactement. Ouais, voilà. C'est une formation sur une semaine où grosso modo vous apprenez tout ce que vous avez à savoir pour devenir coach de MMA ou ouvrir votre salle. Et là, vous allez vous dire, quoi? Les mecs ont donné des cours? Non. Il nous a fait intervenir en communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc, merci à lui. Ouais, grave. Puis merci à tous, parce que là, franchement, là, ça commence à devenir salement. En fait, mais ce qui est cool, c'est que c'est un film, en fait, parce que là, la course, elle est lancée, il y a un second souffle, et c'est faisable, hein, pour le 31. Clairement, on n'y croyait pas. Enfin, d'ailleurs, vous aussi, vous étiez là pour les mecs ça va être mort. Coupé. Exactement. Et finalement, on est là, on est de retour dans le game. Et oui. Bien. Comme Robbie Lawler dans le 5e round. Oui, et il faut aussi, tant qu'on y est, vas-y rapidement, il faut qu'on fasse le shout-out à Big Ben. Oui. Le shout-out à Big Ben. Ah oui, parce que ce podcast-là, faut dire aussi qu'on l'a déjà enregistré. Il était très bien, sauf qu'il y avait un était génial. Il y avait un problème de son, mais voilà, on monte aussi en compétences parce que vous l'avez vu, nouveau studio, nouveaux équipements, et puis là aussi la déco commence, mine de rien, à ressembler à quelque chose. Bref, Et donc voilà, on était sur Big Ben, qu'il faut qu'on remercie. Oui, merci à Big Ben. Oui, on a déjà fait le podcast, tout ça, machin. Big Ben, donc, qui est, voilà. Nous sommes les visages de la soirée avec notre cher Polydomson, mais il y a des gens dans l'ombre, et il y a notamment Big Ben, parce que Rust est un monstre de créativité. Mais, si, ne soyez pas trop un bon Rust. Mais Big Ben, c'est un peu le gars qui permet de mettre la vie derrière cette créativité. Disons que Ben, c'est un peu le gars qui permet que là, les micros soient comme ça, et soient pas accrochés au mur, enroulés autour de notre tête, parce qu'on est des autistes, en fait. Enfin... Oui, c'est une expression. Allez, c'est une expression. On marque pas les points. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que donc on le remercie énormément parce que il nous conseille sur énormément de choses. Oui. Et en plus, cet homme est multitâche puisque c'est lui qui a fait ça. Avec son imprimante 3D personnelle. C'est un Connor en fait. Pour ceux qui voient pas de loin, c'est un Connor qui est comme ça avec sa ceinture. Voilà. Alors c'est parti. Place donc au podcast parce que l'introduction est bien trop longue. Après l'introduction, vient le beau temps. Vient Khamzat Chimaev, Leon Edwards annulé pour la deuxième fois, mon cher host. Blessure de Khamzat Chimaev. Donc c'était initialement prévu le 20 décembre, le 19 décembre, dernier événement UFC de l'année. Leon Edwards souffre du coronavirus assez sévère pour le coup. Décalé au 20 décembre, et là pour le coup on pourra, au 20 janvier, j'ai des problèmes avec les dates, pour le coup on pouvait avoir quelques inquiétudes pour les Edwards, c'est allait-il être en forme pour cette date-là, et là finalement c'est Khamzat qui se blesse, donc déçu parce que c'est vrai que l'événement était hyper attendu, le combat était hyper attendu aussi, et on se retrouve dans une situation où deux gars qui avaient vraiment très envie de combattre, Leon Edwards qui n'a plus combattu depuis juillet 2019, là sont un peu dans le flou. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que par rapport au premier enregistrement, moi on a cette info-là, Leon Edwards est déterminé à combattre le 20 janvier et il a même call-out une personne. Jorge Masvidal. Mais non. Ah ben oui, évidemment, enfin oui, je fais l'étonner parce que c'est cool, parce que c'est énorme, mais il l'aura jamais. Aucune chance. Ouais, il a call out Jorge Masvidal et il a raison parce que ce qu'on avait dit dans cet enregistrement perdu, c'est que c'est terrible parce qu'il n'a pas combattu depuis 1 an alors qu'il est au pic de sa carrière. Il est en train d'être à son pic physique. Il est aussi, c'est le moment où normalement tu un petit peu comme genre quand Ngannou est arrivé à l'UFC, il a eu une énorme montée en puissance face à Arlovski, à Overeem, etc. Et après il a eu le titre. C'est ce qui aurait dû théoriquement se passer avec Leon Edwards parce qu'il est tellement compétent au niveau des compétences martiales en fait, de ses compétences de combattant, qu'il aurait dû en être là. Alors évidemment, il y a toujours ce frein c'est pas une personnalité qui rassemble énormément, enfin en tout cas qui fait grossir une fanbase en fait. Il est pas spécialement charismatique, il est pas spécialement bon en trash talk, il est pas. Donc c'était assez lent, mais au niveau des compétences, il met des masterclass à pas mal de monde, même s'il a été battu par le champion déjà. Mais voilà.
1 an et demi sans combattre, alors qu'il est censé être dans le feu de l'action, c'est extrêmement dur. Et là, le fait qu'en fin d'année dernière, son truc soit repoussé contre Khamzat, alors que c'était parfait pour terminer l'année, là, il avait encore une chance. Khamzat qui a 1,1 million, je crois, d'abonnés sur Insta, donc qui lui a apporté une visibilité malgré tout, malgré son manque de classement mondial, c'était parfait. Encore une fois, c'est repoussé. Pour Leon Edwards, c'est un film d'horreur, enfin, c'est le scénario le pire possible, et on n'a plus qu'à espérer, en gros, pour lui, que le combat se refasse rapidement, parce que si c'est que Masvidal qui veut pour la Fight Island, c'est impossible. Ce qu'on lui proposera probablement, je crois que c'est ce que tu avais dit, c'était Luque ou alors Neil Magny aussi. Neil Magny, mais il n'a aucun intérêt à les combattre. Parce qu'on le rappelle, Leon Edwards, numéro 3 du classement welterweight de l'UFC. Donc là, l'autre question, c'est aussi pour Khamzat Chimaev, parce que certes, il y a eu 3 combats à l'UFC en 2020 pour lui. Révélation de l'année, petit spoiler de nos Lasseur Awards, mais je pense que vous étiez tous au courant, de toute façon, pour Khamzat, qui est devenu une star de l'organisation, comme l'a dit Rust, avec le nombre de followers. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, la question se pose. Moi, je vais peut-être pas me mettre Khamzat, hein. Ah on verra. On verra, en tout cas. En tout cas, voilà. On est dans une situation où c'est vrai que Khamzat, là, avait cette occasion de faire un gros bond dans le classement. Et là, selon toute vraisemblance, si Leon Edwards venait à affronter Vincent Luque, il aurait d'autres ambitions plutôt que de se dire j'affronte un mec qui est 15e mondial. Et de son côté, Khamzat, va pas pouvoir aller chercher un combat contre Colby Covington qui est numéro 1. Ou, quoique à la rigueur, c'est vrai que ce serait possible, parce que c'est vrai que pour le coup, on l'a un petit peu oublié. Et quoique non, je pense qu'il devrait être le prochain, autant pour moi, avoir le title shot, c'est Gilbert Burns. Donc c'est vrai que là, ça va être très très compliqué pour Khamzat d'avoir une progression aussi stratosphérique s'il n'a pas ce combat-là. Et en fait, c'est vrai que c'est là où on peut avoir je sais pas quel mot correspond en français à l'expression comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est que on adore, et c'est ce qui fait partie de ce pourquoi on regarde le sport, les belles histoires, les histoires incroyables, ce qui fait que tu te dis wow, j'ai jamais vu ça. C'était un peu le cas pour Khamzat. Et là, ça en prend un petit coup dans le nez quand même, parce que derrière la tête, pardon, parce que oui, mais parce que en gros, c'est vrai qu'il avait ces 3 combats qu'il a eu en extrêmement peu de temps. Il était censé finir la fin d'année un petit peu comme, donc spoiler alert, ce sera peut-être lui pour moi à voir, mais Kevin Holland, il avait le moyen de finir l'année en battant Leon Edwards. Possiblement, on ne dit pas qu'il l'aurait fait, mais il avait la possibilité de. Et s'il avait battu le numéro 3 mondial, ça aurait été hallucinant. Et là, pour le coup, c'était une histoire de dingue. Et là, pour le coup, le mot stratosphérique, personne ne nous en aurait voulu de l'utiliser, je pense. Et là, premièrement, plusieurs rebondissements, plusieurs repousses, ça a été repoussé plusieurs fois le combat. Déjà, on est en mode, ça perd un peu, ça bat de l'aile, en fait. Ça commence à battre de l'aile un peu. Et en plus de ça, alors, et là, c'est ce qu'on avait dit dans le premier podcast, et je le crois, c'est que, une partie du mythe là qui était en train de se bâtir, Khamzat, c'est le mec qui prend tout le monde tout le temps et il s'en fout, mais limite de welterweight, même lightweight, il avait dit jusqu'à light heavyweight, et on le sait par les bruits de couloir qu'il était prêt à prendre des light heavyweight et même des gros noms en light heavyweight. Et là, le fait qu'il se blesse, et il n'y est pour rien, et encore une fois, voilà, il n'y est pour rien dans le fait de se blesser, ça se trouve, on sait même pas ce que c'est en plus, donc c'est peut-être un problème genre comme Dan Hardy, tu sais, un truc de Wolf Parkinson où t'as des doubles battements de cœur, un truc sur lequel tu peux rien faire. On sait vraiment pas ce qu'il a eu. Oui, voilà. Bref, je m'égare, on sait pas ce qu'il a eu. Ouais, non, c'est sûr, mais en tout cas, voilà. Il va peut-être plus jamais combattre. Ouais, c'est vrai, là, on part sur un autre truc. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un fait, c'est-à-dire que c'est pas un jugement, mais sa mystique aussi en prend un petit coup. Ouais. Il est blessé. Tout ça, ça fait que on est toujours fan de Khamzat, on a toujours envie de voir ce qu'il va faire. Board, le t-shirt est incroyable d'ailleurs, mais voilà, ça, c'était en train de monter comme ça monte comme ça. Et là, c'est pas du tout pour clasher Khamzat Chimaev. Non. Dans le premier podcast, on avait utilisé l'exemple de quelqu'un qu'on adore et dont on est proche, ce qui s'appelle Cyril Gane. Vous savez qu'il y avait eu un petit peu la même chose, où 3 combats en moins de 6 mois à l'UFC en 2019. On s'attendait vraiment à un run absolument monstrueux en 2020, avec bien évidemment ensuite l'échéance qui allait être un top 5 mondial, enfin un top 5, quelque chose comme ça, en fin d'année. Finalement, Cyril n'a combattu qu'une seule fois en 2020, avec ce qui aurait dû se passer s'il avait fait 3 combats, donc à savoir à la fin un mec qui est donc 7ème, Junior Dos Santos, mais initialement ce plan c'était justement Shamil Abdouragimov qui est 13ème, et ensuite ça aurait monté crescendo jusqu'au 7ème mondial. Finalement il n'y a eu qu'un seul combat,
il a validé pleinement ça, mais c'est vrai que le fait d'être absent à l'UFC ou même dans les sports de combat, en fait, si vous ne combattez pas, il y a d'autres mecs qui sont actifs et qui passent devant. Et pour Cyril, justement, il y a un moment, je crois que c'était un des commentateurs qui parlait de ça, où justement Cyril avait sorti une masterclass à Busan en décembre 2019 face à Tanner Boser. Et pendant toute l'absence de Cyril, Tanner Boser, il avait enchaîné les victoires. Ce qui fait que Tanner Boser était passé un peu pour beaucoup de gens c'est le mec qui s'est fait rouler dessus par Cyril Gane. Ah putain, en fait, il est bon. Une fois, ensuite 2 fois, ensuite 3 fois. Et à la fin, il a fini par perdre contre Arlovski. Mais tout le temps d'absence de Cyril, t'as quelqu'un qui s'est refait finalement une hype. Donc c'est quand même important pour les combattants d'être présents, parce que sinon il y a plein d'autres mecs qui montent. Et vous l'avez vu aussi notamment, là c'est au plus haut niveau bien évidemment, avec Conor McGregor, chaque fois qu'il est absent, forcément, il y a des Israël Adesanya, il y a des Masvidal, il y a d'autres mecs qui montent. Alors que quand t'as une superstar qui est tout le temps là, c'est beaucoup plus dur d'exister face au mec qui va revenir pour soulever tous les pay-per-view. Je pense qu'on a fait le tour sur ce combat welterweight, que peut-être maudit, en tout cas pour ma part. Moi, j'aimerais bien le voir à un moment donné. Mais j'espère juste effectivement que ça va pas devenir un Khabib Tony Bis, tu vois, que les deux continuent de grossir, c'est-à-dire que là Léon combatte quelqu'un d'autre à la Fight Island, et puis que les deux fassent leur petit bonhomme de chemin parce qu'ils se recroisent pas, et que au moment où ils sont tous les deux au top, ils sont censés se recroiser, ça fait la même chose. Et j'ai tellement peur d'un nouveau combat maudit en mode Tony Khabib, j'ai pas envie de voir ça, tu vois, et ça part mal. Enfin, affaire à suivre. On va parler maintenant de Khabib Nurmagomedov, qui en tout cas a adoubé peut-être potentiellement ses successeurs potentiels, donc Dustin Poirier et Conor McGregor. Adoubé à Dubaï. Et à Abu Dhabi. Oui. Adoubé à Abu Dhabi. Et donc Khabib Nurmagomedov qui a dit tout simplement le vainqueur de ce combat sera le prochain porteur de la ceinture. Donc voilà, maintenant le patron véritablement de l'UFC, Khabib, qui dit à Dana White, voilà, maintenant tu sais. Et clairement là, on s'écarte d'un comeback. Ouais, parce que voilà, alors si l'UFC avait gardé Khabib dans les classements et ne voulait pas faire un combat pour le titre parce qu'il se disait Khabib est là, ok, il a dit que pour Abdulmanap il ne combattrait plus, etc. Mais on a des bruits qui nous disent que même Ali Abdelaziz a fait le 30-0, etc. Il y a des possibilités. Là, le fait que le king de la division light heavyweight dise ça, ce sera pour la ceinture, et que en gros le champion sera soit Conor, soit Dustin, au moins ça coupe court un petit peu à tout ça, et ça donne, alors du coup ça maintenant on s'interroge sur pourquoi est-ce que l'UFC, qui devait avoir des bonnes raisons, on l'imagine, avait gardé Khabib dans les classements et tout ça et ne voulait pas faire ce combat pour le titre, l'a fait, parce que clairement là Khabib de son côté il a l'air sûr et certain que lui pour l'instant il va s'occuper de Eagles FC, il va faire son bail de son côté au Daghestan, et puis voilà quoi. Donc pour l'instant, affaire classée. Et coacher ses cousins. Exactement, puisque notamment le jeune... Ousmane ce n'est pas Ousmane qui est au Bellator. Oumar Nurmagomedov, le bantamweight, invaincu en carrière. Énormément d'espoir du côté. Feu Abdulmanap le voyait comme le futur champion Bantam UFC, qui fera enfin ses débuts dans l'organisation. Je crois que c'est le 20 janvier. Enfin bref, soit le 20 janvier, ou soit sur la carte du pay-per-view, où justement Khabib sera potentiellement amené à croiser Conor McGregor. Bien, maintenant on va poursuivre avec Ben Askren. Donc on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, parce que c'était une news importante et donc qu'il fallait la couvrir. C'est que Jake Paul, Ben Askren, ça allait peut-être se faire en boxe anglaise. Et là, Ben Askren a ajouté encore une fois une petite couche à cette rivalité finalement exceptionnelle des sports de combat, où là il a mis en garde Jake Paul. Et le truc c'est que si vous avez vu le podcast précédent, on avait de sérieux doutes sur les capacités en boxe anglaise de Ben Askren, surtout face à quelqu'un qui mine de rien est un cruiserweight, donc 90 kilos, plus de 90 kilos, et s'entraîne quand même très régulièrement dans la discipline. Mine de rien, c'était pas des adversaires qui ont une grosse carrière, Nate Robinson et KSI, mais il a quand même 2 combats professionnels à son KSI, c'est Logan. C'est Logan, autant pour moi. C'était un autre youtubeur pour lui. C'était pas le petit frère de KSI. Enfin, il y avait un truc comme ça. Ouais, je crois. Ouais. Non, c'était pour son premier combat en amateur. Il a mis KO le petit frère de KSI. Et pour le deuxième, c'était un autre youtubeur. Enfin, bref. Donc, c'était un autre youtubeur. Et ensuite, c'était Nate Robinson, ancien basketteur professionnel, joueur des New York Knicks. Bref. Donc, mon cher, et triple vainqueur du concours de dunk. Stylé. Parce qu'en plus, il est pas grand. Non, et c'était toute la beauté de Nate Robinson. Donc bref, mon cher Ross, que penses-tu de justement de Ben Askren là et de sa sortie, qui est quand même assez surprenante pour quelqu'un qui a l'habitude d'être, je vais pas dire sage, mais tu vois, de savoir où il en est en fait. Ouais, parce que là, en fait, alors je comprenais, et c'est ce que je disais, en tout cas c'était mon opinion dans le dernier podcast sur Jake Paul, je comprends que tu laves ton honneur quand quelqu'un te call out, c'est-à-dire que si quelqu'un dit Guillaume, je te prends quand tu veux et je t'éclate, t'es obligé de dire
non mon pote, ça va pas se passer comme ça. T'es obligé. Enfin, je veux dire, c'est la loi du dojo, c'est la règle. Il y a deux types de personnes. Il y a les gens comme moi qui vont mettre ça sur Twitter. Il y a des gens comme Rust. En fait, il y a Kevin Holland qui envoie un message et Rust va le voir au PI en fait. Ouais, parce que maintenant, voilà, c'est comme ça. On est avec Kevin Holland, on est un petit peu les deux doigts de la main, quoi. Mais non, et c'est vrai que donc je comprenais ça. Je comprenais que tu répondes à Jake Paul qui te call out en mode mec, alors non, ça va pas se passer comme ça. Et si tu veux qu'on se la met, on se la met, y a pas de problème. Pour moi, ça c'est génial et c'est comme ça que ça doit se faire. Mais là, qui relance la machine en mode, au fait, t'as pas oublié, hein. T'as pas oublié que je te prends si je veux, hein. Donc t'as pas oublié. Là, je pense qu'il fait un peu. Alors déjà, premièrement, ça fait un peu genre, il mendie. Enfin, je veux dire, c'est en mode, t'as pas oublié, viens quand même, on fait de l'argent, tu vois. Et je trouve ça bizarre. Et en plus de ça, enfin, c'est vraiment, je déteste les mecs qui disent ce genre d'expression, mais be careful what you wish for, tu vois. Fais attention à ce que tu souhaites, parce que oui, il va peut-être faire du bif, parce que c'est clair, Jake Paul, il a fait du bif quand il était sur la carte de Tyson Roy Jones. Il a probablement fait du bif quand il a affronté le petit frère de KSI. Logan Paul lui-même a fait du bif énorme contre KSI. Donc ces deux frères-là ont une traction médiatique qui leur permet de vendre pas mal des pay-per-view. Donc oui, tu vas probablement faire de l'argent, mais là, effectivement, contre un mec qui fait 90 kilos et vraiment en se tirant et en se déshydratant, il arrivera peut-être à 85 ou un truc comme ça. Bah, peut-être que hors compétition, Ben Askren fait ce poids-là aussi, parce qu'effectivement, il est welterweight, donc peut-être que hors compétition, il a 85 aussi. Mais il a quand même l'air moins massif. Ouais. Et puis surtout. Et je doute que ce soit 95 kilos de muscle. Voilà. Ouais, parce que même en welterweight, et encore une fois, c'est pas contre lui, il y a des gens. C'est pas Kamaru Usman, tout simplement. Voilà. Enfin, ouais, bon, tout est dit. Ouais. Et du coup, bon, ben, en plus, quand on voit les compétences en boxe anglaise et en kickboxing, enfin, en pied-point en général de Ben Askren, on le rappelle, il nous tue tous les deux en 30 secondes, il y a pas de problème, mais en termes de striking, il est pas bon, il est juste pas bon. Et à mon avis, à mon sens, il peut se faire mettre KO contre un mec comme Jake Paul. C'est pas en dehors des possibilités. Donc voilà, tout ça pour dire que, voilà, il fallait en parler parce que bah c'est quand même on veut pas avoir d'agenda et ne pas parler de certaines choses même si on estime que c'est pas éthique. C'est ce qu'on s'est dit, c'est le choix qu'on a fait. Mais voilà, très étrange décision business de Ben Askren, quoi. Exactement. Et on va finir par Cocorico. Petit point sur les Français. On a eu Manon Fiorot en interview récemment, donc très content de l'accueil que vous lui avez réservé parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on l'apprécie énormément. On la trouve extrêmement talentueuse. Et là, on n'avait pas attardé. Enfin, on n'avait pas parlé. On en avait parlé sur le site, mais là c'est Nassourdine Imavov qui va faire son retour contre Phil Hawes. Nassourdine Imavov, middleweight, donc là qui est membre du MMA Factory, qui a confirmé lors de son premier combat à l'UFC avec une belle victoire par décision unanime. Et donc là il s'attaque quand même à un sérieux client avec un Américain qui lui aussi dispute son deuxième combat de l'organisation et qui s'est imposé par KO en 17 ou 18 secondes sur la carte Khabib Gedji lors de ses grands débuts dans l'organisation et qui frappe fort. Il est ultra physique en fait. C'est un Phil Hawes, hein, bien sûr. Phil Hawes, ouais. Nassourdine aussi, mais Phil Hawes, enfin, vous allez le voir combattre, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait un peu penser dans la manière dont il est fait, dans son athlétisme, ses capacités athlétiques. On dirait un Kevin Randleman, mais en middleweight en fait. Il est impressionnant. Et donc en fait, Phil Hawes, il a une dimension physique qui fait que pour un middleweight déjà, il est assez monstrueux et il frappe extrêmement dur. Et vraiment, c'est un test. C'est-à-dire que pour Nassourdine, le fait d'avoir affaire à un mec aussi puissant, en soi, ça va déjà être un test. Et en plus de ça, moi, je me souviens que Phil Hawes, la manière dont je l'avais découvert, c'était, je crois que c'était genre il y a 5-6 piges. Et en fait, quand tu parlais avec John Jones, c'est ça? Ouais, quand je parlais avec John Jones. Non, en vrai, c'est John Jones dans une interview qui disait à des journalistes qui lui posaient la question et que le journaliste lui demandait est-ce qu'il y a un mec dans votre team que tu vois, que tu connais, qui t'impressionne au point où tu te dis c'est lui le futur? Et John Jones avait répondu Phil Hawes. Et donc là, j'avais été voir et tout, et j'étais en mode, ok, le mec, à l'époque, il avait, je crois, 2-0, je sais plus trop, un truc comme ça. Et je m'étais dit, ok, bah, je vais le suivre. Et en fait, d'année en année, je me souviens que j'allais de temps en temps voir, et puis je voyais qu'il avait des défaites, qu'il combattait pas beaucoup, et du coup, je m'étais désintéressé. N'empêche qu'effectivement, maintenant, il est à l'UFC. Alors, il a 30 ans maintenant, c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu un prospect, parce qu'il est à 9-2, comme Nassourdine, il a 1-0 à l'UFC. 5 KO de suite. 5 KO de suite, monstrueux. Mais effectivement, voilà, il y a eu ce côté passage à vide. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il a eu ce passage à vide. Mais maintenant, il est là. Et bah, visiblement, il est en train de prendre confiance et il est en train de montrer tout son potentiel. Et en tout cas, il va essayer parce qu'il est encore prospect malgré ses 30 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement dangereux pour toutes ces choses-là. Il est très complet. Il a énormément de promesses. Et c'est vrai que,
pour Nassourdine, ça va être un vrai step-up et challenge, quoi. S'il gagne, c'est assez énorme. Et puis surtout, il aura trouvé sa catégorie parce que c'est vrai que Nassourdine Imavov évolue en welterweight et en middleweight, comme les weight cutting étaient assez éprouvants pour lui, pour faire le poids en welter, parce que c'est vrai que Nassourdine est imposant. Il est vraiment. large, le man. Donc il s'est dit... Non mais large et grand en oui, plus. exactement. Donc il s'est dit, il va poursuivre sa carrière chez les middleweight. Et c'est vrai que là, après avoir affronté un middleweight puissant, là, il en affrontera un nouveau. Et donc là, il effacera tous les doutes un peu qu'il pourrait y avoir éventuellement sur une carrière à faire en welterweight ou en middleweight, même s'il a dit, je n'ai pas fini mon histoire avec cette catégorie welterweight. Ouais. Mais c'est vrai que on avait vu effectivement que dans le combat qu'il avait fait le dernier, j'ai oublié le nom de l'adversaire, mais même si clairement c'est Nassourdine qui a explosé la pommette, l'orbite et une côte du mec en face, c'est vrai que comme il est très très rapide et très affûté, ce sont des coups qui sont plus rapides que genre des grands coups de battoir énormes, visuels et spectaculaires. C'est vrai qu'on avait... C'est le sniper. C'est le sniper après tout. Et ben c'est vrai que du coup il y avait peut-être une impression, enfin c'est à mon sens en tout cas, que le mec en face était plus puissant. Je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas c'est vrai que là on va savoir. Parce que là, ça va vraiment être en mode... le gars en face, Phil O, c'est très technique aussi, mais il est extrêmement puissant. Et donc, on va savoir comment est-ce que Nassourdine répond et comment est-ce que son affûtage, sa rapidité, son coup d'œil, sa vitesse d'exécution, son fight IQ vont faire face à un mec qui est très technique aussi et qui est très complet, très bon. Et en plus, qui est très puissant, même pour la catégorie middleweight. Eh bien, réponse... dans moins d'un mois. Maintenant, tout le monde tiendra au courant de tout ça. Big shout out à My Sweet Protein. On en a fini avec les actus, la sueur du moment. Ouais, je voulais juste parler, et il y a un truc, on en avait vite fait aussi parler dans le podcast, le Feu podcast, c'était le fait que Manon Fiorot, il y avait des commentaires qui disaient qu'elle avait pas sa place. Complètement, mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus, à ça, parce que c'était qu'un seul commentaire. Oh, ok. Et on en avait parlé dans le podcast avec Morgan Charrière. On voit tous les gens qui sont positifs et il y a un seul commentaire qui va nous abattre. C'était plus pour dire qu'effectivement Manon Fiorot, nous en tout cas, c'est surtout ça, on nourrit vraiment de grands espoirs pour Manon Fiorot. C'est la deuxième française à aller à l'UFC, après Zara Fern. Après Zara Fern, et contrairement à Zara Fern, vraiment là je pense que déjà ça va être la première à gagner à l'UFC, et je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose, un vrai gros run dans la catégorie. Je sais pas si elle va pouvoir être championne, parce que t'as quand même Valentina Shevchenko, c'est très très solide, mais top 10, j'ai pas envie de dire easy, mais elle a clairement sa place. Ouais. Et top 5, je pense vraiment que dans les 2 ans, ça peut vraiment le faire. Ouais, je pense aussi, parce que en vrai, déjà, premièrement, elle a affronté déjà des meufs qui étaient vraiment solides. Donc, la framboise Corinne, voilà, c'est ça. Le fruit des bois. Corinne. si, c'est ça. C'est la framboise, quoi. Ouais, et puis, qui était championne du monde de JJB, il me semble. Elle a affronté Amanda Lino, qui est elle-même hardcore sur le circuit, sur le circuit sud-africain. Donc, elle a déjà affronté des gros noms en dehors de l'UFC. Et puis, en plus, il y a un truc qui trompe pas. Alors, au-delà du fait que personnellement, je l'ai vu en personne, et bien sûr, c'est comme on avait dit la dernière fois, c'est comme Ronda Rousey, en gros elle brillait aux pattes d'ours et ça se répercutait pas forcément sur ses compétences en combat, mais c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire que ça veut quand même dire quelque chose au niveau de la mécanique de frappe, au niveau de la puissance, de la vitesse, etc. malgré tout. Et déjà, rien que perso, pour l'avoir vu avec Aldric Cassata aux pattes d'ours, enfin du coup c'était pas Aldric, c'était quelqu'un de la team, mais enfin voilà, elle est impressionnante de puissance et de vitesse, et les déplacements sont millimétrés, c'est feutré, et en plus de ça, il y a qu'à regarder ses combats pour être convaincu, à mon sens, de ses compétences. C'est-à-dire que quand tu la vois combattre Amanda Lino ou Corinne Laframboise, tu vois qu'elle est déjà très complète, et surtout qu'elle a largement les armes. Et c'est pas de l'à peu près ce qu'elle fait. C'est pas des mouvements auxquels elle met des grands coups elle balance ses bras et parfois ça touche, et comme elle a un pouvoir de chaos, ça passe. Non, c'est impressionnante technique, c'est très très propre, c'est divers, elle a une grosse profondeur de gameplay, mais encore une fois différentes armes. Son arsenal est assez divers et extrêmement profond. Donc franchement, non, honnêtement, regardez la combattre pour ceux qui la connaissent pas. Vous allez être convaincus, c'est sûr. Ouais, on va être convaincus, et vraiment là, c'est de très beaux jours pour le MMA français. Ça y est, nous en avons terminé. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 38%, moins 20% supplémentaires en plus des moins 60% sur tout le site MyProtein avec le code la sueur. Oh non, nous n'avons pas de problème MyProtein, mais bref, vous connaissez la musique. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et énorme merci à vous aussi pour le La Sueur Store. Donc là, c'est nos fringues à nous. Donc les casquettes, tout ça, puisqu'on a sold out. Enfin,
3 des 4 produits ou 4 des 5 produits de la collection décembre, et ça c'est grâce à 4 vous. des Donc 3 produits. 4 des 3 produits. Non, c'est une blague. 3 des 3. Tu vois, je répète comme ça sur la vidéo. Et donc 4 des 3 produits, ouais. 15 des 7. Donc merci beaucoup. Vraiment merci parce que c'est franchement ça fait plaisir, et à la prochaine collection faite par notre cher Big Ben, donc qui va être dédié au GOAT. Et le t-shirt est fou. Parce que oui, Big Ben fait aussi du graphisme. Ouais. Et quand Rose valide un t-shirt, là vous pouvez être sûr que c'est de la qualité. Donc voilà, bref, en tout cas merci à vous parce que ça nous fait énormément plaisir, et voilà, nous sommes comment Complet sur le sujet. Complet sur le... Non, mais surtout ravis. Oui, grave, merci beaucoup. Oui. Complet. Non, vraiment merci. À très vite.